Vous ne trouverez jamais la beauté sur le bureau des ministres. Et pourtant, c'est ce que vous voulez offrir. C'est ce que vous voulez de mieux pour vos enfants. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est une clé, on n'en parle pas. Cher Régent, cher Emmanuel, chers amis, quand on s'intéresse aux vivants, on est déjà un peu amis. Et donc, vraiment, chers amis, je suis heureux, très heureux d'être ici avec vous, à vos côtés. J'avais prévu de vous parler des baleines, des requins, des cachalots. Je vous en parlerai un peu, mais je rentre de 15 jours passés à Nice. Il s'y tenait la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan. Et si on peut louer le fait que les scientifiques se parlent encore, malgré parfois des divergences au niveau étatique, et donc c'est important d'avoir des rencontres comme ça, c'est important de parler de l'océan, on peut dire que notre association en revient un peu consterné de l'aveuglement des politiques, de ceux qui nous dirigent. Par conséquent, j'ai un peu modifié la présentation que je voulais vous faire pour essayer de remettre les choses dans leur contexte et de dire c'est quoi l'océan, c'est quoi la diversité du vivant, en quoi on est lié à elle, pourquoi c'est important de revenir parmi les autres vivants, de nous rattacher, de nous remettre au cœur de ce monde, d'une seule biosphère. Voilà, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on passe à côté de ce qui est important. En gros, ce dont on a parlé à Nice, c'est des ressources de l'océan. Que ça. Du vivant, on n'en a pas parlé. Il n'y a pas eu un mot sur les êtres vivants de l'océan. On a parlé ressources, que ce soit ressources pétrolières, ressources halieutiques, ressources génétiques, ressources moléculaires pour faire des bonnes crèmes de beauté, ressources. Les meilleurs accords, les accords sur la haute mer, formidables, mais c'est quand même pour dépecer des ressources. On se les partage un peu plus légalement, mais c'est toujours ressources, ressources, ressources. Donc, halieutique aussi. On a notre ministre de l'Environnement et de la Pêche, il nous a dit qu'il voulait augmenter la consommation française de poissons, ce qui est complètement irresponsable, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a atteint les limites, enfin aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on a atteint les limites de ce qu'on peut prélever sans trop détruire, et que par conséquent, si nous, les Français, nous en mangeons plus, ben, c'est des gens qui ont besoin de poissons qui en mangeront moins, et les écosystèmes qui en pâtiront plus. Donc quand on est ministre de l'Environnement et de la mer, assumer le fait que l'on propose d'augmenter la consommation de poissons, c'est irresponsable. Mais on a entendu ça. Et puis, bien que ce soit assez clair, on a un petit peu oublié que, quand même, la mer, l'océan, c'est... Je ne sais pas me servir de cette zapette, visiblement. Ah, vous le rappelez, c'est l'essentiel de notre planète. C'est l'essentiel de notre planète, et quand on la regarde du bon côté, et pas sur les projections qu'on fait habituellement et qui nous permettent de voir des petits îlots qui sont ceux sur lesquels nous nous trouvons, là c'est le Pacifique, c'est la mer, c'est tout. Et elle a 3,8 milliards d'années de vie en elle. Alors que la vie sur la terre ferme, c'est 400 millions d'années. La vie, elle est là. Ce n'est pas simplement la matrice, c'est l'épaisseur du temps, l'épaisseur de l'espace, le volume. Et puis, l'autre chose à rappeler, d'abord, un seul océan, et cette projection-là est celle que nous devrions avoir en tête
tout le temps. On a l'habitude de regarder la Terre sur une projection Mercator. On déroule la Terre, on prend la planète, on la coupe, on la déroule, et ça montre les continents, on oublie qu'il y a des océans. Tandis que si on fait une autre projection qui est dû à un scientifique qui s'appelle M. Spilaos, je ne prononce peut-être pas très bien le nom, il a pris l'orange, il a tapé, il l'a mis sur l'Antarctique, il l'a écrasé comme ça, et on voit qu'il n'y a qu'un seul océan. Un seul. Il n'y a pas des océans, un seul océan. Et tout est lié. Et cet océan-là, ben, c'est lui qui climatise notre planète. On parlait d'avoir franchi les 1,5 degré. Eh ben, grâce à lui, l'océan, on n'en a pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il absorbe beaucoup de chaleur et que grâce aux grands courants marins qui parcourent l'océan, ces grands courants qui sont symbolisés par ces flèches bleues et ces flèches noires, eh bien, il emmène l'eau froide des zones polaires, ici et là-haut, en Arctique, vers les régions chaudes, et l'eau chaude des régions tropicales et équatoriales vers les zones froides. C'est ça qui fait que ici, on est dans la douce France. Voilà. Sauf que cette grande circulation océanique qui part en flèche noire, là, par exemple, du Groenland, qui descend de l'Atlantique Nord, Atlantique Sud, qui passe après ça dans l'Indien, dans le Pacifique, etc., son moteur principal, c'est la formation de la glace de mer, c'est-à-dire de la banquise polaire en Arctique et en Antarctique. Pourquoi? Parce que lorsque la glace gèle, lorsque la mer gèle, sous la glace, il y a de l'eau qui est très froide et surtout qui est très salée parce que lorsque la mer gèle, la glace se forme, ça expulse le sel. Et donc, sous la banquise polaire, il y a de l'eau qui est incroyablement lourde, dense, qui va couler au fond de l'océan. Et puis, au fond, ben, il n'y a plus de place. Donc, elle va s'écouler au fond de l'océan. Elle va s'écouler de l'Atlantique Nord vers l'Atlantique Sud, etc., etc. Et donc, ça crée un déficit d'eau dans les zones polaires. Et pour compenser ce déficit d'eau, eh bien, les eaux de surface chaude vont monter vers les pôles pour compenser ce déficit. Et c'est ainsi que le moteur de la grande circulation océanique fonctionne. Depuis une trentaine d'années, la banquise polaire, c'est pas neuf, se rétrécit. On a perdu 1,6 million de kilomètres carrés, que ce soit au nord ou au sud. Si on perd de la surface d'englacement, eh ben, le moteur qui est lié à cet englacement, ben, il patine. Le moteur patine. Et ce qu'il y a de plus grave, et surtout au sud, c'est que si la banquise polaire ne se forme pas, elle ne protège plus les glaciers d'eau douce qui sont sur la Terre et qui se cassent plus, qui vèlent plus et qui vont donc en mer et qui augmentent le niveau marin et donc qui fait que le niveau des océans augmente encore plus vite. Donc depuis 30 ans, nous sommes en train de dérégler le climatiseur de la planète. Ce phénomène est d'une ampleur incroyable et il a une inertie incroyable. Il est par conséquent irréversible. Pas à échelle humaine, à échelle de petits-enfants, 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 petits-enfants. On ne le changera pas. En revanche, mais il va falloir s'y adapter, et le monde vivant aussi. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter une louche. Hein, ce n'est pas parce que c'est en cours qu'il faut continuer à gaspiller de façon insensée toutes les énergies fossiles. Donc, ça n'est pas un appel à l'inaction, c'est un appel à l'action urgente, mais il faut savoir que malgré tous les efforts que nous pourrions faire, c'est en route. C'est en route.
le changement climatique va nous amener dans un monde très différent de celui que nous connaissons. Décidément, la zapette, je ne suis pas fort. Un monde que nous connaissons. Et peut-être que la douce France ne sera pas si douce demain. En tout cas, contrairement à ce qui se faisait dans l'histoire du monde, depuis l'aube du monde, quand il y avait un changement, les vivants se déplaçaient pour essayer de rester dans des lieux qui leur étaient favorables. Tous les vivants, c'est l'histoire du monde. Il n'y a que les humains qui ont décidé un jour de dire « c'est chez moi ici ». Je fais des frontières et je ne bougerai pas parce que je vais installer mes villes, je vais installer mes champs. Bref, nous avons tout d'un coup sédentarisé les humains et puis les animaux domestiques. Et donc, quand tout d'un coup on est sédentaire et que le milieu change et qu'on s'était installé dans des endroits qui nous étaient favorables, nécessairement on se retrouve dans des endroits moins favorables. Par conséquent, ça engendre des conflits, et des conflits violents entre nous, les humains. On n'accepte plus ceux qui veulent venir dans des endroits favorables alors que leurs lieux de vie ont été désertifiés parce que le changement climatique est en cours depuis un certain temps. On les laisse se noyer en Méditerranée. Et j'invite chacun d'entre vous à soutenir une association qui s'appelle SOS Méditerranée et qui est une association qui, pour défendre notre dignité, va sauver les gens qui se noient en Méditerranée et qui essayent de venir chez nous. Et donc, c'est pareil aussi pour les autres vivants. On met des barrières partout et on sédentarise alors qu'il faudrait bouger. Et donc, on se retrouve dans des situations catastrophiques. Yes. Alors, je passe sur les courbes qui vous montrent ici la diminution des banquises polaires et de l'englacement. J'ai pris les données que vous pouvez trouver sur un site qui s'appelle Sea Ice Today, et c'est les relevés par satellite des surfaces de banquise polaire. Ce qu'il y a d'intéressant de voir ici, c'est qu'on compare ici la surface de banquise polaire, on est ici, c'est au nord, donc c'est la banquise arctique, à la moyenne des 30 années qui ont précédé. Et quand on parle de changement climatique, quand on parle de changement, c'est parce qu'il y a une différence entre les moyennes des années que nous vivons aujourd'hui, des 10 dernières années, et des 30 années qui ont précédé. Parce que sinon, on pourrait confondre des variations qui sont annuelles. Mais là, les moyennes sont si différentes, que ce soit au nord ou au sud, qu'on est sûr que le changement est non seulement en cours, mais s'accélère. Ce qu'il y a de plus grave pour le milieu marin, c'est que le réchauffement des eaux de surface, lui aussi, a atteint des niveaux exceptionnels. Quasiment 1 degré sur l'ensemble de la surface de l'océan mondial. C'est colossal. 1 degré, c'est colossal. Pourquoi ? Parce que la plupart des organismes marins qui vivent dans cette surface de l'océan sont extrêmement sensibles aux variations et de température et de salinité que ça engendre, parce que l'évaporation est différente. Ces organismes-là, eh bien, c'est tous les organismes marins. Tous, pas simplement le plancton végétal dont nous dépendons. Le plancton végétal, c'est les petites algues qui font notre oxygène. Mais tous les autres, excepté peut-être les baleines et les requins. Parce que tous les organismes marins, tous, depuis l'étoile de mer jusqu'au thon, l'holothurie ou le poisson-lune, se reproduisent avec des petits œufs et des petites larves qui vont séjourner dans cette couche de surface. Donc,
L'ensemble des organismes marins, encore une fois, à l'exception des requins qui ont un autre type de reproduction, les raies ou les baleines, évidemment, mais l'ensemble des organismes marins vont voir ce changement faire qu'ils ne seront plus à la bonne place ou que leurs distributions vont être complètement changées. On est en train de rebattre les cartes des écosystèmes marins profondément. Et c'est en cours et nous n'y changerons rien. Et l'ensemble des organismes marins donc, vont se réajuster dans d'autres lieux où ils trouveront probablement une situation plus favorable. Alors, vous allez dire, en quoi donc ça me concerne, cette diversité du vivant? En quoi suis-je lié à eux? C'est pas compliqué. Eux, c'est nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit d'une coévolution avec les autres êtres vivants. Ça fait 3,8 milliards d'années que les vivants se sont organisés les uns avec les autres, et nous ne sommes que le fruit de cette organisation. Nous ne sommes que le fruit des liens que les vivants ont tissés entre eux pendant ces 3,8 milliards d'années. À partir d'un symbolique individu qu'on appelle Lucas, qui est le Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire l'organisme qui, au début, le génome au début, qui s'est repliqué et qui a donné, erreur après erreur, différence après différence, diversité, toutes les espèces que l'on connaît aujourd'hui, et qui, je le rappelle, sont tout aussi évoluées que nous. Tous les arbres, la vigne vierge que vous avez là, les arbres sont dehors, sont aussi évolués que nous. Ils ont 3,8 milliards d'années d'évolution derrière eux. On ne sont pas moins, pas plus. On est tout ce qui est vivant aujourd'hui à la même. On est tous aussi évolués. On est tous différents, mais il n'y en a pas de moins et de plus évolués. Et nous sommes liés à eux. Pourquoi ? Parce qu'un organisme, un individu, n'est pas défini par son nez, ses yeux, son apparence, sa morphologie, mais par les relations qu'il tisse avec les autres. Les relations qu'il tisse avec les autres. Si j'avais à me définir, si j'avais à vous définir, si chacun essayait de se définir, ou de définir d'ailleurs un ami, il ne dirait pas « il ressemble à un humain, il a des yeux ». Non, il dirait « j'ai passé des moments avec lui, je suis l'ami d'eux, je fais… » Bref, nous nous définissons par nos relations, les relations que nous tissons avec les autres, humains et non humains. Par exemple, moi, je suis l'époux de Véronique, le père de Marion, de Maud, le grand-père d'Ayaté. Je suis celui qui a été transformé par Elliot le cachalot, ou Lady Mystery, le grand requin blanc, celui qui… Nous sommes les relations que nous tissons avec les autres, et rien d'autre. Et rien d'autre. Et c'est là où je veux en venir, la biodiversité, ça n'est pas une collection d'espèces. La diversité, ça n'est pas une collection de génomes. La diversité, c'est la diversité des relations, la diversité des interdépendances que chaque nœud singulier d'interdépendance tisse avec les autres. Nous ne sommes que des nœuds de liens qui fait la toile du vivant. C'est fondamental. La diversité n'est pas collection d'espèces. Quand on pense diversité, lien, et je dis lien singulier parce que nous avons chacun une identité génétique, mais cette identité génétique, elle n'est qu'une base sur laquelle vont s'accrocher les liens qu'on tisse avec les autres. Et c'est ça qui est important. La biodiversité, c'est des liens. Quelles conséquences ?
ces liens, ils changent avec l'âge. Et c'est fondamental. Parce que jamais on ne parle, en pensant diversité, qu'elle change avec l'âge. Le petit François qui tient un requin en plastique à 5 ans, ce n'est pas le même que le François qui nage avec le grand requin blanc à 50 ans et le François qui vous parle aujourd'hui à 70 ans. Ma place dans la société, fonction des liens que je tisse avec vous en ce moment et des liens que j'ai, a changé. Les liens changent avec l'âge. Je ne suis pas à génome égal le même individu et ma place au sein de la société n'est pas la même. Ma place au sein de l'écosystème n'est pas la même. Par conséquent, en termes de diversité, si nous ne prenons pas en compte l'âge des individus, nous avons tout faux. Tout faux. Pour un corail, c'est la même chose. C'est le même corail. Hein. Ça, c'est l'œuf là-haut qui se divise en deux, puis la larve, planula, puis la petite planute qui s'installe, qui est d'ailleurs dans l'écosystème pélagique, qui interfère avec d'autres petits animaux microscopiques qui sont dans le plancton. Et tout d'un coup, elle s'installe, elle change d'ailleurs, elle devient benthique, elle s'installe dans un autre écosystème, et puis elle grandit. C'est toujours la même génétiquement, hein. Mais tout d'un coup, sa place dans l'écosystème est complètement différente. Ses relations, ses interdépendances sont différentes. Et quand elle arrive à ce stade-là, 500 ans après, ou 150 ans après, elle est encore différente. Par conséquent, il faut, quand on parle de diversité, intégrer ça. J'ai jamais entendu ça, moi. J'ai discuté avec les agents de l'OFB, quand ils font un inventaire de biodiversité, ben, ils comptent les espèces. Ce n'est pas suffisant. Parce que je peux avoir une forêt avec un chêne de 5 ans, un érable de 5 ans, un hêtre de 5 ans, et le même chêne d'ailleurs, c'est le père de celui-ci qui a 500 ans. Eh bien, en termes de place dans l'écosystème, en termes d'interdépendance, le chêne de 5 ans, l'érable de 5 ans, le hêtre de 5 ans, c'est pas très différent, alors que le chêne de 5 ans et le chêne de 500 ans sont complètement différents. Ils sont plus différents à génome égal. Leurs interdépendances sont plus différentes que s'ils étaient des espèces différentes. Et ça, nous allons voir qu'en termes de, je déteste le mot gestion, mais en termes de retrouver notre place au sein du vivant et puis gérer, comme on dit, des écosystèmes, ça prend une importance considérable. Je reviens sur cette idée parce que ça me paraît fondamental. Oh là là. Fondamental. C'est moche, je trouve, je ne vais pas encore très bien. Je vous raconte une histoire. C'est une île volcanique qui naît au milieu du Pacifique. Du basalte brut, rien que le minéral. Et puis arrivent quelques individus pionniers de quelques espèces. La vie est très fragile, elle va se maintenir parce que ces quelques individus de ces quelques espèces vont tisser des interdépendances entre eux, et la diversité de ces quelques interdépendances-là fait qu'elle est très fragile. Et puis petit à petit, ça va se solidifier, il va y avoir plus d'individus, de nouvelles espèces qui arrivent, et puis la vie donc est de plus en plus solide, parce que cette toile du vivant qui tisse de plus en plus de liens, s'étend. Puis arrive un moment donné où sur ce petit rocher, tout est colonisé. Je ne sais pas si vous avez plongé sur des récifs qui n'ont pas été touchés par l'homme, mais c'est tout couvert. Il n'y a plus une place où s'installer. Plus une. Et alors on se dit, ça y est, l'écosystème est à maturité, l'écosystème est plein. Pas du tout. Il n'est pas plein. Même si le nombre d'individus et d'espèces est arrivé à son maximum,
l'écosystème continue à tisser des liens différents. Parce que les individus prennent de l'âge et tissent de nouvelles interdépendances différentes. Je reprends le chêne de 500 ans, le chêne de 5 ans. Le chêne de 5 ans, il n'y a pas le pic noir dedans, il ne fait pas l'humidité, l'ombre, et il ne coupe pas le vent de la même manière. Enfin bref. Donc, ces interdépendances-là continuent à croître malgré le fait qu'il n'y a plus d'augmentation d'individus ou d'espèces. L'écosystème ne va arriver à maturité que lorsque l'ensemble des espèces à durée de vie longue aura des individus qui atteignent leur longévité maximum. Par conséquent, si on veut repenser des écosystèmes pleins et retrouver des vivants et la biodiversité maximale, il faut laisser du temps en libre évolution, que ce soit en mer ou que ce soit à terre. Il y a zéro autre solution. On peut taper des pieds, on peut ne pas être content, mais il n'y a pas d'autre solution. Mieux que ça, pour montrer à quel point il faut laisser tout le temps aux animaux de vieillir et de mourir. Cachalot. Vous savez à quel point j'aime Cachalot. Ici, vous avez Zoé. C'est une jeune femelle qui est née en 2013 et donc qui a 12 ans cette année. Quand elle est là, elle est dans l'écosystème de surface. Elle est liée au plancton. D'ailleurs, même ses excréments nourrissent le plancton et donc elle interfère dans cet écosystème-là. Puis après, elle va plonger jusqu'à 500 000 mètres de profondeur où elle va avoir des interdépendances avec des animaux de ces profondeurs-là, les myctophidés, les calmars, et puis elle va se faire croquer un peu par les cookie cutter sharks. Enfin bon, elle est là. Et puis après, elle vieillit, vieillit et vieillit, et elle meurt. Et là, tout d'un coup, elle commence à trouver sa vraie place. Nécessaire. Elle commence à nourrir dans l'écosystème pélagique les requins, les grands prédateurs. Bon, ils ont de la nourriture, les requins tigres, mais à un moment donné, son cadavre va couler dans les abysses. Et c'est là que elle devient indispensable. C'est au moment où mort, elle a le plus d'importance dans les écosystèmes, dans le cycle du vivant. Parce que tous les animaux qui vivent dans les abysses, ils n'ont que ça comme nourriture. Que ça. Que ça. S'il n'y a pas de cadavre qui tombe depuis la surface, il n'y a pas de vie dans les abysses. Ce qui est important de noter là, c'est que il faut que les animaux vieillissent et meurent pour qu'ils tombent dans les abysses et qu'ils nourrissent ces abysses. Depuis 70 ans, il n'y a plus rien qui tombe dans les abysses. On pêche tout. Il n'y a plus de requins, il n'y a plus de thons, il n'y a plus d'espadons, il n'y a plus de raies, il n'y a plus de grands poissons. Il n'y a presque plus de cétacés parce que l'effroyable chasse qui a eu lieu. Et donc, on a détruit l'écosystème abyssal en l'affamant avant même de l'avoir exploré. Aujourd'hui, on l'explore, on dit « Oh, il n'y a rien du tout ici ». Non, il n'y a plus rien du tout. Parce que nous avons privé cet écosystème depuis 70 ans, l'époque où nous commençons à l'étudier, de nourriture. Alors qu'autrefois, il y avait des cadavres qui tombaient partout. Il y a des études qui montrent, qui sont intéressantes, qu'un cadavre de rorqual, comme celui-ci, ou un cadavre de cachalot, c'est des années de nourriture, parce qu'ils sont d'abord mangés par des grands nécrophages, des grands requins, puis après des crustacés, enfin toutes sortes de ça. Puis après, il y a des bactéries qui vont s'installer dans les os qui sont très gras, qui vont en gros utiliser un système d'oxydoréduction pour faire de l'énergie, pour faire comme dans les sources hydrothermales, avoir une source
de vie qui va nourrir pendant 10 ans, 15 ans, tout un petit monde. Tout un petit monde. Ça n'arrive là que si on laisse vieillir et mourir les individus à durée de vie longue des écosystèmes. Donc je résume la chose. La toile du vivant, celle qui est riche de ses couleurs et de son tissage, elle n'est pas faite de collections de nœuds, d'individus ou d'espèces. Elle est faite uniquement des liens qui s'entremêlent et qui sont les interdépendances que chacun d'entre nous tissons avec les autres vivants. Aïe, aïe, aïe. Pas de bol. Nous, en mer, on exploite en aveugle avec des engins qui ne sont pas sélectifs. Par conséquent, la toile du vivant, elle en prend un coup. Quel coup? Quel coup, à la lueur de ce qu'on vient de dire? D'abord, sur les espèces exploitées. Des espèces exploitées. Le merlu, moi j'ai fait mon doctorat sur le merlu. Et on me disait, François, la population de merlu va super bien. Elle se reproduit. Et à l'époque, et c'est toujours le cas, mais à l'époque je disais, bah oui, ça va super bien. Voilà. Eh bien elle allait et elle va toujours super mal. Et c'est pourtant la meilleure gestion que nous puissions faire. Ici, la population en libre évolution naturelle. Quel que puisse être le nombre de prédateurs dans un écosystème, quel que puisse être le nombre de prédateurs naturels qui agit sur une population naturelle, il y a toujours des individus qui vont atteindre l'âge maximum, la longévité maximum de l'espèce. Dans une population naturelle sans exploitation humaine, l'espérance de vie d'un adulte, c'est la longévité maximum de l'espèce. C'est ce qui caractérise une population en libre évolution. Nous, on est les seuls prédateurs au monde qui agissons à l'envers des autres prédateurs, qui, eux, mangent des jeunes. Nous, on mange les vieux. On détruit les vieux. Voilà une population exploitée et gérée. Eh bien, notre système de gestion veut qu'on laisse suffisamment d'adultes pour que ça se reproduise. Et à ce moment-là, on considère que c'est le mieux. N'oubliant que l'on va priver la population de l'ensemble des individus âgés et donc de leurs interdépendances qui, nous l'avons vu, sont essentielles à la population. Essentielles. Une forêt de chênes de 20 ans, ce n'est pas une forêt où il y a des chênes qui ont 500 ans. Gilbert, tu ne me démens pas. C'est complètement différent. Nous avons, les populations que nous gérons, juvénilisé ces populations. Juvénilisé. Et quand on juvénilise les populations, eh bien, évidemment, elles sont infiniment plus fragiles à tous les changements. Ça, c'était pour les espèces que nous gérons, les 150 espèces dont nous nous occupons. Mais les autres, toutes les autres, parce qu'aujourd'hui, nos grands gestionnaires ne s'occupent que de 150 espèces ressources, les ressources dont je vous ai parlé au début, et grâce à Paul, grâce à un certain nombre d'associations, d'un certain nombre d'espèces emblématiques. Les baleines, les dauphins, les tortues, les goélands, enfin, ou les albatros. Mais ça se résume à 200 espèces. Les autres espèces, rien. Vous avez entendu parler des bryozoaires? Voilà un récif à bryozoaires. Ce récif à bryozoaires, il est juste au large
du Levant, chez nous, dans un endroit épargné, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, il y a les militaires juste à côté. Pour une fois, les militaires ont fait quelque chose de bien. Ce récif à bryozoaire est l'une des zones les plus riches qui soit en Méditerranée. C'est comme un récif corallien. Il abrite des millions d'individus, je ne dis pas espèces, hein, parce qu'on s'en fout des espèces. Il a mis peut-être des centaines d'années à grandir comme ça, parce que les bryozoaires, c'est des tout petits organismes, tout petits, qu'on voit à peine à l'œil nu. Et puis, ils forment des colonies fragiles, très fragiles, merveilleuses, qui sont source d'habitat et de vie pour tous les animaux de Méditerranée. Le voilà. Un coup de chalut. Un coup de chalut. Et là, c'est pour toujours. Un seul. Quand je dis c'est pour toujours, c'est pour toujours. Parce qu'au rythme actuel de notre exploitation du monde, jamais plus il ne se reconstruira. Oh, à cet endroit-là, il y a à nouveau des larves de bryozoaires qui vont s'installer. Mais pour avoir le récif que vous avez vu, il faut des dizaines et des dizaines d'années. Alors on ne leur laissera jamais le temps. Nous, les humains, nous voulons des chaînes de 500 ans en les coupant tous les 10 ans. Ça ne marche pas. On ne fait pas l'économie du temps. Il n'y a qu'un seul moyen pour que le vivant revienne. Il faut lui laisser de la place et du temps. Et alors, on peut retrouver des écosystèmes à maturité. Ah, pardon, là, ce coup-ci. Globalement, ce que nous faisons au monde, ce que nous avons fait au monde, c'est non seulement juvéniliser les écosystèmes, qui sont beaucoup plus fragiles au changement. Par exemple, lorsque on a un écosystème qui est plein et qu'une espèce étrangère arrive, une espèce exogène arrive, et c'est la loi du monde, hein, toutes les populations du monde, de papillons, de requins, d'escargots, de machin, essayent toujours d'envoyer des explorateurs vers le territoire qui est au-delà de ses frontières. L'histoire du monde, c'est l'histoire des migrants. Il n'y a que ça. Espèces exogènes en arrivent. Et quand on arrive dans un écosystème plein, parfois on arrive à se faire sa place. Et puis l'écosystème, il dit, bon, allez, fais-toi une petite place. Ah ouais, t'es différent? Super. Tu vas nous enrichir de tes différences. Tu vas nous enrichir de tes interdépendances nouvelles. Dans un écosystème mature, toutes les espèces étrangères qui s'installent enrichissent. Dans un écosystème dégradé, les espèces nouvelles, les espèces exogènes qui arrivent, bouf, envahissent. Elles ont la place, il y a de la nourriture et il y a personne pour les retenir. Et nous disons, oh là là, il y a des tas d'espèces invasives, qu'est-ce qu'on peut faire contre les invasives? Mais ce qu'on peut faire contre les invasives, c'est nous qui installons les invasives. C'est nous qui les installons, pas simplement qu'on les fait venir, c'est qu'on leur fait la place. Pour lutter contre les invasives, il n'y a qu'un moyen, laisser faire. Laisser faire la libre évolution. Il y a zéro autre moyen. Et alors donc, ce que nous avons fait au monde, ben c'est donc juvéniliser les populations et les écosystèmes. Parce que, en agissant comme ça, nous favorisons toutes les espèces à durée de vie courte, à cycle rapide, aux dépens des espèces à durée de vie longue. Parce qu'encore une fois, même si après avoir été remis à zéro, l'écosystème marin que je vous ai montré tout à l'heure va être repeuplé par toutes les larves, même des bryozoaires qui ont fait le récif, les seuls qui vont arriver à avoir un cycle de vie complet, ben c'est les espèces à durée ultra courte. Les pionniers, les espèces qui se réinstallent tout le temps. On est en train de réinitialiser en permanence le monde. On recommence. Donc les espèces à durée de vie longue qui ont besoin de temps, eh ben, elles s'effacent aux dépens des espèces à durée de vie courte. Sauf dans les réserves marines où on a laissé le temps.
Et après donc cette litanie de désastres, l'espoir est là. Il y a chez nous des réserves marines suffisamment anciennes pour nous montrer que si on sait faire une petite place, la vie revient. L'exemple du parc national de Porquerolles, 60 ans, qui est assez exemplaire parce que même dans ce parc national, il y a un cœur de parc bien sûr, mais il y a de la pêche professionnelle. Petite pêche, très contrôlée, qui montre qu'on peut ajuster nos activités à la vie. Le parc national de Porquerolles, quand il est créé, et je sais parce que je plongeais il y a 60 ans, 4 mérous. Le mérou, on en parle beaucoup, c'est lui là, parce que c'est le gros prédateur benthique de Méditerranée. Bon, c'est l'emblème. 4. Réserve commence, 10 mérous, 20 mérous, 15 mérous, 40 mérous, et là, tous les scientifiques se disent, mais oh, attention, il va falloir gérer, parce que les 40 mérous, vous vous rendez compte, ils vont manger tous les poulpes et toutes les langoustes. Et puis, il y a Joard Melin, puis quelques autres scientifiques qui disent, et si on laissait faire? Et si on laissait faire? 870 mérous aujourd'hui, toujours le même petit territoire, 870, c'est l'endroit où il y a le plus de poulpes, où il y a le plus de langoustes, où il y a le plus de plongeurs, où c'est le plus beau. Comme quoi, quand on laisse du temps et la libre évolution, c'est possible. La nature revient en force. Et pourtant, ce petit îlot, il est dans la zone la plus urbanisée qu'on puisse connaître, la Côte d'Azur, c'est pas loin d'Hyères, Toulon, Cannes, Nice, tout ça. C'est dans le courant liguro-provençal, même pollution que le reste de la côte, et ça subit le même réchauffement climatique catastrophique que connaît la Méditerranée. Et pourtant, il y a ça. Il y a ça. Si on a du temps, je vous montrerai une vidéo. Il y a 25 mérous dans le cadre. Cela veut dire que la première chose à faire, si on veut voir revenir du vivant en mer, c'est d'arrêter de les tuer et de les laisser en libre évolution. D'autres exemples sont intéressants, et là, je laisserai à Paul le soin d'en parler quand même. C'est les cétacés, les grands cétacés. Bien qu'il y ait de la chasse toujours inadmissible, le moratoire a fait que, quand même, un certain nombre de populations ont retrouvé une certaine plénitude, en particulier les cachalots. Et je vais venir sur autre chose que cette nécessaire diversité, encore une fois, ce dont j'ai parlé là, c'est pour que nous puissions simplement vivre. C'est important d'avoir ces liens avec les autres pour que nos enfants vivent. Mais il n'y a pas que ça. Et maintenant, je voudrais insister sur quelque chose de plus important et de plus oublié encore. Pas simplement les 250 000 espèces comme les bryozoaires dont on ne parle pas et qu'on écrabouille indifféremment. Mais il y a d'autres choses importantes, beaucoup plus. Parce que le monde que je veux offrir à ma petite fille, à vos enfants, c'est un monde où il y aura de la beauté. Et on oublie toujours ça, la beauté. En mer, il y a des choses qui sont incroyables et qui offrent de la paix et du bonheur. Et là, si on peut baisser les lumières, vous offrir la danse des baleines à bosse.
ça ne se gère pas, ça. Il n'y a pas d'indicateur pour ça. Vous ne trouverez jamais la beauté sur le bureau des ministres. Et pourtant, c'est ce que vous voulez offrir. C'est ce que vous voulez de mieux pour vos enfants. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est une clé, on n'en parle pas. Autre chose que ce monde sauvage, l'océan, sauvage, parce qu'on l'a massacré, parce qu'on ne l'a jamais dompté, ce que ce monde sauvage nous apporte, c'est des vraies rencontres. Pourquoi ? Parce que les animaux sauvages en mer ne nous fuient pas. Ils ne font pas la relation entre l'homme massacreur et le nageur et le plongeur. Par conséquent, ils nous considèrent comme une autre espèce, là. Et si nous nous montrons respectueux, si nous nous montrons patients, alors ils vont nous accepter. Et on peut partager des moments de vie avec eux, des rencontres incroyables. Ce qu'on ne peut plus faire à terre, parce que les animaux qui sont à l'extérieur, ils nous fuient. Tandis que les animaux marins nous redonnent une certaine innocence. Ils nous donnent une deuxième chance pour renouer avec les autres vivants et comprendre ce que c'est que la richesse de ces relations. Un exemple, même avec le grand requin blanc. Autre moment, au cours du tournage qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Ça faisait plus d'une semaine qu'on nageait avec les grands requins blancs. Et un jour, cette femelle incroyable, 5,50 m, magnifique, ne s'est pas détournée. Elle a accepté que je rentre dans sa bulle d'intimité à quelques centimètres, de confiance réciproque. Confiance réciproque. Paix. Paix. Sérénité. Bonheur. Calme. Tout ce qu'on ne vous dit pas sur le grand requin blanc, il est là. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces rencontres avec les animaux sauvages, c'est qu'elles sont authentiques. On ne peut pas tricher avec eux. On ne peut pas tricher avec eux. Ce qui est offert est pur. C'est donc complètement bouleversant lorsqu'un animal sauvage, si tout à l'heure vous sortez, il y a le merle qui chante en ce moment, là, hop, qui se pose sur votre épaule, vous en allez être bouleversé. Vous allez faire tous vos réseaux sociaux pendant 50 ans pour raconter qu'il a renoué avec vous, qu'il vous a accordé un moment. Et vous allez, interdépendance, en être changé pour la vie. Vous aurez pour toujours le lien avec ce merle. Je suis pour toujours ce lien avec Lady Mystery. Quand j'étais sur la nageoire, là, quasiment, regardez, sur une autre photo, c'est un autre moment, c'est les photos de mon ami Pascal Cobé. Vraiment, quelques centimètres. Être face à face avec un requin, c'est ultra facile. C'est le banal. Après ça, se faire accepter pour rentrer dans sa bulle d'intimité, ça c'est autre chose. Il faut qu'il y ait une confiance incroyable qui s'installe pour qu'elle n'ait pas peur. C'est quelque chose de très très fort. Et donc quand j'étais là, bien sûr je disais merci Jacques, merci l'équipe, merci. Je pensais à Véronique, à mes filles, je voulais qu'elles soient là. On ne peut pas ne pas partager un moment comme ça. Je voulais que tous mes amis soient là.
Et ce jour-là, le monde est votre ami. Merci, ça détend. Non, mais ce que je veux dire, la rencontre avec le sauvage, ça vous donne envie d'aimer les autres. Et ça vous donne envie d'aimer les autres, voilà. Et ça dit surtout, allez à la rencontre. On ne fait pas l'économie de la rencontre. On n'apprend pas à rencontrer les autres sur des tutos sur Internet. Mais c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Il faut faire le pas. Il faut aller écouter le maire, le hérisson de tout à l'heure. Il faut faire le pas et y aller nu, tout nu. Sans a priori, sans armes, sans rien. Et ces rencontres-là, pour toujours. Aller à la rencontre. Et après ça, on démolit enfin bon, je ne sais pas comment les qualifier, les bêtises qui sont racontées par des gens qui ne sont jamais allés à l'eau avec les animaux. Jamais. Spielberg ou Peter Benchley n'avaient jamais vu un requin. Et ce qui est valable pour les requins, c'est valable pour ceux qui ont une religion, une culture, une sexualité différente de la nôtre, ou sur lequel on raconte tout un tas de conneries, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, sans jamais être allé les écouter. La rencontre. C'est ça que nous apprend l'école de la mer, parce que là, les animaux sauvages nous offrent les rencontres. Et on redécouvre ce que c'est. On redécouvre que c'est ça l'essentiel. On parlait d'intelligence artificielle, super. Mais jamais ça remplacera les yeux dans les yeux. Jamais. Et encore pour les gens aussi qui sont des tactiles comme moi, on oublie qu'on a 5 sens et que... Voilà. Et puis ici, je vous ai parlé de rencontres avec quelqu'un qui m'a... Quelqu'une, pardon, Lady Mystery, qui m'a accepté. Et là, ce qu'il y a d'intéressant aussi à dire, c'est que cette acceptation, elle est essentiellement liée à ma volonté d'aller vers elle. Elle m'accepte. Ici, c'est ma volonté. Et c'est intéressant parce qu'on peut dire que je ne comprendrai jamais le monde du requin blanc. Il a des sens incroyablement différents, ce n'est pas mon monde. Et elle se fiche de comprendre mon monde d'ailleurs. Et on ne se comprendra jamais. Jamais. Et pourtant, on a réussi à être en paix un moment au-delà de cette incompréhension native, originelle, essentielle. Ce qui veut dire que ce qui compte, c'est pas de se comprendre, c'est de vouloir se comprendre. Si on veut se comprendre, on trouve toujours la distance juste qui permet au moins d'être en paix. Et dans le cadre de les rencontres avec les requins blancs ou les raimentas ou ce que vous voulez, c'est de ma volonté. Ça dépend de nous. Emmanuel disait, il faut faire... Oui, c'est nous qui devons essayer d'aller vers les autres et de faire ça. Ça dépend de nous. C'est le premier truc qu'on doit faire. Renouer la relation. Ils ne veulent pas, quand même, on y va. Et surtout, encore une fois, complètement cœur ouvert, nu. Et puis, il y a des fois, c'est encore plus bouleversant, parce que c'est pas le choix de l'humain, c'est pas mon choix, c'est le choix de l'autre. Là, c'est un... Alors, il faut baisser la lumière quand même, vraiment. Pardon, mais... C'est un jeune cachalot mâle. Avec René, on avait raté la plongée. Alors, il faut vous raconter que cette famille de cachalots, on la connaît bien. Ça fait 15 ans qu'on va chaque année les retrouver. Et on avait raté la plongée parce que les cachalots, ils étaient descendus à 1000 mètres pour aller chasser les calmars. Et on était prêt à remonter du bateau. Et tout d'un coup, ce jeune mâle, Elliot, il est remonté.
Et on l'a entendu, je l'ai entendu, on cherchait, lui nous avait vus depuis Belle Lulu, et il est venu, revenu. J'insiste sur le fait que c'est un animal sauvage. Vous imaginez, vous êtes avec un éléphant, par exemple, qui revient vers vous et qui va vous interpeller de deux manières. D'abord, les positions, quand il se met sur le dos et qu'il offre son ventre, quand ils font ça entre eux, c'est pour se demander des caresses. Et puis, il utilise des expressions sonores qu'on appelle des codas. Et cette expression sonore à 8 clics que vous entendez, c'est une expression sonore qu'ils utilisent pour vraiment se demander des caresses, et dans certains cas, des caresses très sexuelles. Oui, c'est comme ça. Mais, donc, Elliot est en train de me demander d'avoir des relations avec lui. Pas sexuelles obligatoirement. Mais regardez, je pivote, regardez ce qu'il fait. Il pivote à son tour. Des caresses. C'est lui, l'animal sauvage, qui vient, c'est à sa demande, c'est lui le maître du jeu, qui vient avec une délicatesse incroyable. Regardez, même là, en ce moment, il recule. Essayez d'imaginer comment c'est difficile pour un cachalot de reculer pour ne pas me heurter, pour ne pas... avec une délicatesse extrême. Autre chose qu'il faudra... c'est filmé par René. René, sous l'eau, on n'utilise pas de téléobjectif, il est là, juste là, avec sa caméra grand angulaire. Et parfois, je suis maladroit aussi, je ne laisse pas assez de place entre moi et René. Et donc, vous allez voir Elliot se contorsionner pour ne pas toucher l'un ou l'autre. Il est attentionné et il est délicat. C'est un plan séquence, il n'y a pas de montage. Ça veut dire que la durée, là, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui s'est passé. C'est plus long parce que je n'ai pas mis tout ce qu'il y avait au début. Et ça dure 17 minutes au total. Donc, Elliot, l'animal sauvage, est venu nous interpeller, m'interpeller. Il est bien, parce que pour un animal sauvage, il reste 17 minutes. 17 minutes, c'est qu'il est bien. Parce qu'un animal sauvage qui n'est pas bien, il s'en va. Il s'en va tout de suite. Et on ne peut pas nager. Donc, s'établit entre nous, grâce à lui, par lui, à sa demande, non seulement une relation de confiance, mais de bien-être réciproque. Sans soumission de l'un à l'autre. Sans dépendance de l'un à l'autre. Ça s'appelle s'apprivoiser. Elliot veut m'apprivoiser. En mots humains, il n'y a pas d'autre expression que j'ai pu trouver pour mieux qualifier ce qui se passe en ce moment. Elliot est venu tenter de m'apprivoiser. C'est à la fois bouleversant parce qu'au début, nous, on est là-bas un peu pour étudier. Hein, on est quand même un peu... C'est pas un peu nous, les scientifiques. Quand tout d'un coup, c'est l'autre qui vient et qui dit « Attends, laisse-toi, c'est moi qui vais maintenant t'étudier ». Et puis après, on se dit « C'est nous, les humains, qui voulons apprivoiser les écureuils, les blaireaux et les cachalots ». Et quand tout d'un coup, ça s'inverse, vous vous dites que nous ne sommes pas seuls au monde. On n'est pas seuls au monde. On n'a pas le monopole de l'envie d'étudier les autres, d'explorer, ou l'envie d'apprivoiser. Les cachalots, les dauphins, ont aussi cette envie-là. Ça nous remet rudement à notre place. Ça nous remet rudement à notre place. Et là encore, inutile de dire qu'une rencontre comme celle-ci m'a complètement changé. Je reviens sur ces idées des liens qui nous construisent et qui font qu'on est différent et que notre place dans l'écosystème est différente. Un moment comme ça vous change. Nous n'avons donc pas le monopole de ne pas se satisfaire des seuls besoins nécessaires pour vivre, survivre.
Lui, il a envie d'explorer. C'est le Marco Polo des cachalots, c'est le Léonard de Vinci des cachalots. Mais ce n'est pas ça qui est extraordinaire. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est que dans le groupe, 17 femelles adultes et 20 juvéniles, on a vu naître 20 cachalots. Non, enfin les 3 premiers, Elliot, je ne l'ai pas vu naître, mais on l'a vu juste après. Il n'y a que lui qui fait ça. Que lui. Son demi-frère, de même père, pas de même mère, tache blanche, ils sont nés en même temps, un mois d'écart, même temps. Il passe, il se casse. Arthur, qui était mon préféré, jamais il est venu. Jamais, 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 jamais. Lui, c'est vraiment le Léonard de Vinci et l'explorateur qui est différent de tous les autres. Et s'il est différent de tous les autres, ça veut dire que tous les autres sont uniques et différents. On ne peut pas avoir un Léonard de Vinci au milieu d'une famille de clones. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si lui est singulier, qu'il a une personnalité un peu exubérante et qui se marque bien, tous sont singuliers, tous ont une personnalité, tous ont développé leur monde propre, ce qui est d'ailleurs assez ordinaire. Hein. Sur notre identité génétique, expérience après expérience, nous construisons notre monde propre en fonction de ce que nos sens nous donnent et de l'analyse que l'on fait. Donc, irrémédiablement, comme on n'a pas les mêmes expériences, notre monde propre se construit différent de celui même de son frère jumeau ou de sa sœur jumelle. On ne peut que se construire différent. Elliot se construit différent de son demi-frère et dans le clan de cachalots, chacun a une identité et une personnalité. C'est la conclusion la plus banale qu'on peut faire et la plus formidable que l'on peut faire. Parce que maintenant, quand on parle de biodiversité, c'est la singularité de chacun qu'il faut prendre en compte. Vous n'imaginez pas, si nous parlions d'humains, que l'on ne prenne pas en compte la singularité de chacun d'entre nous. Mais c'est pareil pour les cachalots. Et puis, si il nous a fallu 15 ans pour mettre en évidence cette singularité avec Elliot et puis tous les autres, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire chez les cachalots, c'est qu'il y a des couples qui se forment, non pas des couples mâle-femelle, mais femelle-femelle, par exemple, qui n'ont elles n'ont pas de lien de parenté entre elles. Mais ces couples durent des années. Le couple Delphine-Vanessa, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, elles sont ensemble. Puis elles n'iront pas avec Irène et Claire. Ce qui veut dire que si elles sont ensemble, au-delà de liens de parenté qui semblent devoir unir les individus, c'est qu'elles se sont choisies pour leur singularité, pour leur personnalité, parce qu'elles s'accordent, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et oui, cela démontre là, en creux, là encore, la puissance de ces personnalités singulières. Donc nous avons mis 14 ans pour découvrir ça. Alors si nous passions 14 ans pour aller voir les merles, et tout à l'heure on discutait de mésanges et d'autres trucs, nous découvririons à l'évidence, la singularité de chacun. De chacun. Double conclusion. La première, en termes encore une fois de compréhension de ce que c'est que la biodiversité. Si on parle de diversité des interdépendances, comme chacun est unique, les interdépendances sont uniques. Par conséquent, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et en termes de vie propre, on se dit que, nous faisons attention à la maison, que chaque fois que nous devons effacer une vie,
Mais nous en effaçons inévitablement. D'abord parce que nous devons manger, que ce soit un haricot vert ou un... J'en sais rien. Chaque fois que nous effaçons une vie, c'est une vie singulière qu'on efface. Et on l'efface pour toujours. Donc, il faut y réfléchir à 2 fois. Donc, il faut y réfléchir à 2 fois. Et ce qui fait la richesse de notre vie ici, c'est comme ce sont les relations qu'on tisse avec les autres, eh bien, non seulement il faut en effacer le moins, mais il faut prêter attention à chacun pour qu'on soit le plus riche possible. Et je conclus, pardon, j'avais dit que je conclus, mais je conclus. Je ne peux pas emmener ma petite fille Ayaté, qui a 6 ans, aller voir les cachalots et découvrir sa singularité. Ce n'est pas possible. En revanche, on a un petit jardin, et chaque fois qu'elle est à la maison, et hier c'était le cas, le matin, on se lève, et c'est elle qui dit « on va aller écouter les oiseaux ». On va écouter les oiseaux. Et on utilise une application qui est formidable, qui permet de distinguer les oiseaux. Ah, la fauvette à tête noire. Ah, bah là, le merle, ah, le rouge-gorge. En prêtant attention, on donne existence à ceux qui nous entourent. Ceux CEUX, et ceux CE aussi, mais ceux CEUX qui nous entourent. On est riche des relations qu'on tisse avec eux. Ce n'est pas la peine d'aller voir les cachalots, ils sont là. Si on se met dans son smartphone le matin, ou si tout d'un coup on met France Info, ou si tout d'un coup on met, et je constate que souvent on met la musique, on détourne son attention du monde qui nous entoure. Et je crois que la première chose à faire si on veut changer le monde, c'est de réapprendre à prêter attention aux merles, à leur donner existence, et donc à nouveau à s'enrichir de ces relations, à la fois parce que tout d'un coup le monde est riche, incroyablement riche, et tout d'un coup on s'inquiète pour lui, parce qu'Ayaté elle dit mais pourquoi il n'a pas chanté ce matin le rouge-gorge? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Donc, sans tisser des liens directs, on n'est pas amoureux du rouge-gorge. On tisse des liens avec lui et on se soucie de lui. Ce qui nous changera, c'est de s'émerveiller à nouveau de la présence des autres et d'augmenter petit à petit, pas quantitativement, mais qualitativement, les relations qu'on tisse avec eux. Et en se réinsérant dans le monde vivant, comme on devrait ne jamais en être sorti, on est bien. Et inutile de dire, quand un grand-père partage avec sa petite fille, c'est le 20 sur 20 du top du mieux. Et on n'offre jamais de cadeau à Ayaté. On n'a pas besoin. On ne compense pas un mal-être existentiel en consommant. On est juste ensemble, heureux. On ne changera pas le monde si tout d'un coup, on ne comprend pas qu'une relation partagée, c'est la base. Merci.